Alors, l'individualisme, c'est un mot qui a l'air assez simple, non? On pense savoir ce que ça veut dire. Mais et si, en fait, ce mot cachait deux idées complètement, mais alors complètement opposées? C'est justement cette idée, assez surprenante, qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui en plongeant dans la pensée fascinante de l'économiste F.H. Hayek. Pour commencer, regardons cette citation. Elle est assez forte. C'est Edmund Burke qui parle. Et quand on la lit, on se dit « Waouh !» Ça sonne comme une critique, mais une critique féroce de l'individualisme. On sent vraiment cette peur que la société parte en morceaux, qu'elle se désintègre si on laisse trop de place à l'individu. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que voilà le paradoxe, le vrai cœur de notre sujet. Comment est-ce possible que Hayek considère ce même Burke, qui a si peur de la poussière d'individualité, comme l'un des plus grands défenseurs du vrai individualisme? C'est une vraie énigme et c'est cette question qui va être notre fil rouge. Allez, on attaque. Pour Hayek, en fait, la solution à cette énigme est assez simple. Toute cette confusion, elle vient du fait qu'on met tout dans le même sac. En réalité, il n'y a pas un individualisme, il y en a deux. Et ils sont non seulement différents, mais complètement opposés. Alors voilà la grande distinction que Hayek nous propose. D'un côté, on a ce qu'il appelle le vrai individualisme. Ça vient de la tradition britannique, des gens comme Smith, Burke. L'idée, c'est que la société est un ordre spontané qui accepte que les êtres humains ne sont pas parfaits. Et de l'autre côté, le faux individualisme. Lui vient de la tradition française, de penseurs comme Rousseau ou Descartes. Et là, l'idée est tout autre. On croit que la raison, une seule raison humaine, peut et doit tout planifier, concevoir la société de A à Z. Et le plus fou dans tout ça pour Hayek, c'est que cette deuxième voie, elle mène tout droit au collectivisme. C'est un sacré paradoxe. Donc, ce vrai individualisme, Hayek l'ancre chez ses penseurs britanniques. Locke, Adam Smith, Burke. Ce sont eux les pères d'une philosophie vraiment différente. Elle ne se concentre pas sur un grand plan central, mais plutôt sur les institutions, ces règles, ces coutumes, qui émergent toutes seules, naturellement, des interactions entre les gens. Et cette idée, elle est parfaitement résumée par cette phrase d'Adam Ferguson. Il dit que les nations tombent sur des institutions qui sont bien le résultat de l'action humaine, mais pas d'un dessein humain. C'est exactement ça le cœur de l'idée. Prenez le langage, par exemple, ou l'argent. Est-ce que quelqu'un s'est assis un jour à un bureau et a tout inventé de A à Z? Bien sûr que non. Tout ça, c'est le résultat de millions d'actions individuelles, mais sans aucun plan d'ensemble. Ça, c'est la définition même d'un ordre spontané. Ok, un ordre spontané, c'est une belle idée. Mais pour que ça marche, pour que ça ne soit pas juste le chaos, il faut résoudre un problème. Un problème immense. Et ce problème, c'est vraiment la pierre angulaire de toute la pensée de Hayek. C'est le problème de la connaissance. Alors, le problème de la connaissance, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple à comprendre. Personne, absolument personne, ne sait tout. La connaissance nécessaire pour faire tourner l'économie, elle n'est jamais concentrée en un seul endroit. Elle est éparpillée. C'est des millions de petits bouts d'infos, souvent contradictoires, détenus par des millions de personnes. L'agriculteur connaît sa terre, le trader connaît le marché à la seconde près, mais aucune personne, aucun comité ne peut rassembler toute cette connaissance en temps réel. Et là, évidemment, ça pose une question gigantesque. Si personne n'a la vue d'ensemble, comment est-ce qu'on évite le chaos total? Comment est-ce que les actions de millions de gens qui ne se connaissent même pas peuvent bien s'accorder pour former un tout cohérent? C'est la grande question. La réponse de Hayek, elle est géniale, parce que ce n'est pas une personne, ce n'est pas un planificateur, c'est un mécanisme, un système d'information d'une efficacité redoutable qu'on utilise tous les jours, sans même y penser. C'est bien sûr le système des prix. Pour que ce soit bien clair, prenons l'exemple célèbre de Hayek lui-même, l'étain. Imaginons que quelque part dans le monde, une mine d'étain ferme. Qu'est-ce qui se passe? Le prix de l'étain monte. Maintenant, le plus important, c'est ce qui suit. Le fabricant de boîtes de conserve, lui, il n'a pas besoin de savoir pourquoi la mine a fermé. Tout ce qu'il voit, c'est que le prix a augmenté. Ce prix est un signal. Et à cause de ce signal, il va chercher à économiser l'étain. Et cette information, ce simple chiffre, se propage comme une onde dans toute l'économie. Des milliers de personnes, sans se concerter, sans recevoir un seul ordre, vont ajuster leur comportement. C'est presque magique. Hayek a cette analogie qui est vraiment parlante. Il dit que le système de prix, c'est comme un système de télécommunication. Chaque prix, c'est comme un petit pointeur sur un cadran. Il condense une quantité phénoménale d'informations sur la rareté, sur les désirs des consommateurs, tout ça en un seul chiffre. C'est un langage universel qui permet à tout le monde d'ajuster ses actions sans avoir besoin de connaître tous les détails. C'est incroyablement économe. Bon, ce super système de communication par les prix, il ne fonctionne pas dans le vide. Il a besoin d'un moteur. Et ce moteur, c'est la concurrence. Mais attention,
pas la concurrence telle qu'on l'imagine ou telle qu'on l'apprend dans les livres d'économie. La vision de Hayek est, là encore, très différente. Quand on ouvre un manuel d'économie, on nous parle souvent de la concurrence pure et parfaite. C'est un modèle théorique, un état idéal où, en gros, tout est déjà connu. Les produits sont les mêmes, tout le monde a toutes les infos. C'est un monde un peu figé, un état d'équilibre. Et là, Hayek arrive et dit « attendez une minute, mais ça, ce n'est pas du tout la concurrence. En fait, c'est tout le contraire. C'est l'absence totale de toute activité concurrentielle. Logique, si tout est déjà parfait, si tout est déjà connu, à quoi bon se battre? Il n'y a plus rien à découvrir. La compétition est terminée. » Pour Hayek, la concurrence, la vraie, ce n'est pas un état, c'est un processus de découverte. C'est justement parce qu'on ne sait pas tout que la concurrence est utile. C'est en essayant un nouveau produit, en lançant une pub, en baissant ses prix, qu'on découvre ce que les gens veulent vraiment. La concurrence, c'est la procédure qui crée la connaissance. Ce n'est pas un état où la connaissance est déjà là. Alors, si on met tout ça bout à bout, le problème de la connaissance, les prix comme signaux, la concurrence comme découverte, on arrive à une vision de la société qui est vraiment particulière, un ordre sans concepteur. Et attention, il faut être très clair ici. Cet ordre spontané ne veut pas dire l'anarchie ou le laisser-faire total sans aucune règle. Pas du tout. Au contraire, pour Hayek, le but est de créer le bon cadre, des règles du jeu qui soient générales, connues de tous et stables, ce qu'on appelle un état de droit. C'est à l'intérieur de ce cadre que les individus peuvent ensuite agir librement et que l'ordre spontané peut émerger. On a donc vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, un ordre qui vient d'en haut, l'ordre descendant. C'est le rêve du planificateur, une autorité centrale qui décide de tout. Mais le problème, c'est que le potentiel de la société est alors limité, plafonné par ce que ces quelques planificateurs peuvent savoir. Et de l'autre côté, un ordre qui vient d'en bas, un ordre ascendant. Là, les gens se coordonnent eux-mêmes. Et le potentiel de la société devient immense. Il peut dépasser de loin ce qu'un seul esprit, même le plus brisant, pourrait jamais imaginer. Et pour finir, Hayek revient à son point de départ. Il revient à Edmund Burke. La boucle est bouclée. Il nous laisse avec cette mise en garde, un avertissement contre cette arrogance de la raison, cette présomption qui nous fait croire qu'on peut tout comprendre, tout contrôler, tout planifier. Et l'avertissement final est saisissant. En gros, si on essaie de tout faire rentrer de force dans les plans limités de quelques esprits, alors tout autour de nous va rapetisser, jusqu'à ce que le monde entier soit réduit à la petite dimension de nos propres esprits. C'est une image incroyablement forte. On risque de sacrifier la complexité et la richesse du monde sur l'autel de notre propre compréhension limitée. Et tout ça, bien sûr, nous amène à une question cruciale pour notre époque. Aujourd'hui, avec le big data, avec l'intelligence artificielle, est-ce que l'avertissement de Hayek est toujours valable? Est-ce que son problème de la connaissance est en train d'être résolu par la technologie? Ou bien, est-ce que la nature même de la connaissance humaine, dispersée, subjective, représentera toujours une barrière infranchissable pour n'importe quel type de planification centrale, aussi sophistiquée soit-elle? La question reste ouverte.